Docteur en télédétection et système d'information géographique, notre invité est le responsable du programme spatial de la Commission de l'Union africaine. En d'autres termes, plus simple, le patron du programme spatial africain, ex-conseiller spécial du président de l'Agence spatiale canadienne. Docteur Tidiane Ouattara a reçu le prix d'excellence du meilleur ivoirien de la diaspora en 2019. Comment se portent et quels sont les enjeux de l'industrie spatiale africaine? La Côte d'Ivoire est-elle sur la bonne voie en la matière? Quelles sont les opportunités offertes par l'espace pour booster le développement économique et social de nos pays? Autant de sujets d'intérêt que nous développons ce soir avec Dr Tidiane Ouattara, coordonnateur du programme spatial de l'Union africaine. Dr Tidiane Ouattara, bonsoir. Bonsoir, M. Derasso. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Docteur Tidiane Ouattara, vous qui êtes le patron du programme spatial de l'Union africaine, pour les populations sous certains tropiques, on sait de quoi on parle quand on parle de programme spatial, mais en Afrique, ce n'est pas toujours le cas forcément, surtout en Afrique subsaharienne. Pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler du programme spatial, de quoi il s'agit? Merci beaucoup, M. Derasso, pour l'opportunité que vous nous donnez de parler du programme spatial, en fait de la science spatiale en un mot. Ce n'est rien d'autre que de se positionner dans l'espace, donc au-dessus des nuages, pour prendre non seulement l'information dans l'espace, information qui a un impact sur la Terre, mais aussi à partir de l'espace, pour prendre des informations sur notre Terre, notre cadre de vie. Et donc toute la science, toute la technologie qui nous permet de faire cela, c'est de ça dont on parle. Et quand on parle de programme spatial, c'est un ensemble d'actions et d'activités qui permettent de faire tout cela. Dans mes recherches, j'ai lu un auteur qui disait que les technologies spatiales sont dans notre vie quotidienne. Est-ce que vous partagez cet avis? Absolument. Et si oui, comment? Aujourd'hui, vos téléspectateurs nous voient grâce à la science spatiale. Il s'agit de quoi? Il s'agit de transformer les données et les informations en un service que le citoyen, le commun du mortel, utilise. Exemple, nous sommes en train de discuter, nos images sont diffusées, ce sont des satellites qui font le relais. Et les satellites, c'est vraiment au centre, au cœur des sciences spatiales. Alors, comment la technologie spatiale peut contribuer à la sécurité terrestre, maritime et aérienne, par exemple, sur notre continent? Voyez-vous, grâce aux satellites, on peut suivre le mouvement des hommes, des engins et des phénomènes ou des événements. Par exemple, les cyclones. On peut suivre les inondations, tout ça. Et donc, les sciences spatiales constituent aujourd'hui le moyen le plus efficace d'avoir de l'information à temps quasi réel sur notre cadre de vie. Et donc, de permettre aux décideurs d'anticiper ou d'intervenir. Sur nos eaux, nos océans, nous n'y sommes pas. À partir des terres, on ne peut pas voir. Donc, les satellites permettent de voir. En fait, ce sont des yeux qui sont partout, qui voient ce qui est de notre intérêt. Et donc, toute la science qui permet d'aller faire cela, c'est de cela qu'il s'agit. Docteur Tidiane Ouattara, on a l'impression que les Africains sont très en retard dans l'industrie spatiale. Est-ce que ce postulat est vrai? Alors, je reformulerai autrement. Nous ne sommes pas en retard. Nous venons de commencer et nous faisons notre chemin. Quand on commence longtemps après les autres, on est un peu en retard. Tout à fait, dépendamment de l'angle sous lequel on aborde. Effectivement, nous sommes en début par rapport aux autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous allons apprendre des erreurs des autres. Et nous allons bâtir sur le succès des autres. Et c'est ce qui est important ici qu'il faut retenir. Ceci étant dit, l'espace est en pleine effervescence en Afrique. Il y a 22 agences spatiales de 22 pays différents sur 55 pays. Ça va vite, ça va très très vite, parce que c'est un continent qui est grand. C'est un continent qui a une population de plus de 1,3 milliard. Donc en 2050, on parle de 2 milliards. Donc c'est un marché important et énorme pour la télécommunication par satellite, la télévision, la radio, pour l'observation de la Terre, donc la pression sur les ressources, la gestion minière, l'agriculture, les ressources halieutiques, la sécurité maritime. Êtes-vous en train de nous dire qu'un programme spatial peut nous aider dans tous ces secteurs?
Ah oui, le programme spatial est en train de nous aider dans tous ces secteurs. Quand vous prenez tous les pays développés, c'est terminé, c'est l'espace qui contrôle tout. C'est l'espace qui fournit l'information en temps quasi réel. Vous ne verrez pas les décideurs aller sur le terrain pour observer une inondation. L'inondation tout de suite est caractérisée, cataloguée, le diagnostic est posé, les options sont tout de suite données et le décideur regarde par rapport à ses ressources, par rapport à ses priorités, comment il faut intervenir pour faire face à l'inondation. C'est la même chose que d'autres catastrophes. Est-ce que les États-Unis, première puissance dans le monde aujourd'hui, première puissance économique, militaire, tout ce que vous voulez, doit justement sa suprématie à sa grande présence dans l'espace? Ah oui, ah, tout à fait. Vous avez vu, ils ont été l'un des premiers, sinon le premier à créer le commandement de l'espace. Pour eux et pour les Américains, l'espace aujourd'hui constitue non seulement le nouveau pilier économique avec tous les produits et services qui en découlent, mais également c'est la position parfaite pour contrôler, en termes de sécurité, toutes les informations et pour pouvoir réagir. Donc nous pourrons en parler en détail, mais l'espace aujourd'hui est au cœur de l'action de développement des grands pays. Les États-Unis en font partie. D'ailleurs, au mois d'avril dernier, j'étais à Colorado Springs, invité par Space Foundation. J'ai eu l'opportunité d'avoir une réunion avec le président du Conseil spatial américain. Le Conseil spatial américain est logé à la Maison-Blanche. Donc, ça vous dit la priorité et l'importance que les États-Unis donnent à l'espace. La France vient de créer le commandement aussi de l'espace. Bon, nous sommes en discussion avec le patronat français, le MEDEFI. Je peux vous dire que partout où vous passez, l'espace est au cœur du développement. Et donc, le message pour les Africains, c'est de s'y prendre, de s'organiser de telle sorte que nous soyons au rendez-vous. Vous qui êtes à la tête du programme du Conseil spatial africain, est-ce qu'aujourd'hui, dans quelle partie de l'Afrique il y a un bon début? Donnez-moi l'opportunité, si vous permettez, de remercier le président de la République et le gouvernement ivoirien parce que j'ai été élu président du Conseil spatial africain. Donc c'est un poste d'élection. Je suis un élu et il a fallu une diplomatie ivoirienne pour que je puisse être élu. Et cette diplomatie forte s'est caractérisée au mois de février dernier. Et donc en cela, je suis tellement fier de mon pays et du support de mon pays. Et voilà pourquoi je prends l'opportunité une fois ici de discuter avec les uns et les autres pour pouvoir vulgariser l'espace. Toujours dans cette parenthèse, vous avez été élu sur combien de candidats? Combien de voix vous avez obtenu? Alors, il y avait une quinzaine de candidats. J'ai eu 44 voix. Et bon, l'opposant, je dirais, pour le poste de président, a eu deux voix et sur tous les votants. Parce que vous savez que les 55 pays ne votent pas, puisqu'il y a certains pays qui sont sous sanction. Mais j'ai eu 44 voix et puis l'opposant, qui est un frère de l'Algérie, a eu 2 voix. Voyez-vous, cela dénote vraiment du support de mon pays que j'apprécie et j'en suis très fier. Ceci étant dit, pour revenir à votre question, le Conseil spatial africain est issu de la volonté des chefs d'État africains. Pourquoi? Parce que ce sont les chefs d'État africains à l'Union africaine qui votent les décisions pour la création des organes. Donc le Conseil spatial va régir, va superviser, va, je dirais, guider l'agence spatiale dans son opérationnalisation. Nous sommes 10 membres venant de 10 pays, un président que j'ai eu l'honneur tout à l'heure d'expliquer, et puis une vice-présidente qui vient de Malawi. Donc notre rôle, c'est de nous assurer que les 55 pays africains puissent tirer profit de l'espace. Parce qu'il y a 3 catégories de pays dans l'espace au niveau africain. Vous avez ceux qui sont en avance. Parlons de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, du Nigeria. Il y a les nouveaux venus, le Gabon, l'Éthiopie, le Rwanda, le Ghana, le Sénégal qui est le tout dernier. Et puis, il y a le gros lot, parmi lesquels nous sommes, mais je pense qu'avec ce que je sais qui se trouve qui est dans le pipeline, comme on dit, la Côte d'Ivoire va venir très fort. Mais nous sommes dans le dernier gros lot. Nous sommes de gros consommateurs, mais nous ne sommes pas acteurs, nous n'en tirons pas profit. Et ça, on pourra éventuellement en parler. Bien sûr. Cependant, je le dis et je salue le fait qu'il y ait en Côte d'Ivoire des organisations qui s'occupent d'un certain nombre de volets de l'espace. Ça existe. Vous avez le CNTIG
Centre national de télédétection d'information géographique, vous avez le CURAT, vous avez le BNet avec son centre de cartographie, mais il y a nécessité à ce qu'on ait une politique nationale, hein, pour que ces organisations se parlent, on évite des duplications et que l'investissement de l'État soit optimisé à ce niveau-là. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? C'est la question que toutes celles et ceux qui nous suivent se posent en Côte d'Ivoire. Vous êtes un Ivoirien, vous êtes à la tête du Conseil spatial africain, vous êtes un patriote évidemment. Est-ce que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie? Je dirais, et tout à l'heure je l'avais dit, nous commençons. Et quand on commence, on se pose la question par où commencer. Et je pense que j'ai eu l'honneur et le privilège d'amorcer un certain nombre de discussions avec son Excellence le ministre Adama Diawara. Nous sommes en train de bien commencer. Nous y étions de façon un peu dispersée, mais je l'ai dit tout à l'heure, il faut s'attaquer à une bonne gouvernance. Encore une fois, on parle de la gestion des ressources de l'État parce que l'État investit déjà dedans, dans certains. Deuxièmement, il faut avoir une politique nationale. Hein, par exemple, comment les drones sont régis, comment toutes les activités dans l'espace sont régies. Et donc, la politique, une stratégie et ensuite des programmes. Mais ça vient avec le temps. Il faut donner le temps au temps de bâtir tout cela. Mais nous n'allons pas y échapper. Nous sommes de gros consommateurs. Je vous donne un exemple. Allez-y. Il y a quelques mois, nous n'avions plus de communication dans un certain nombre de pays en Afrique de l'Ouest parce que, semble-t-il, des câbles étaient coupés. C'est cela. Voilà. Si nous avions, la Côte d'Ivoire était concernée voilà, aussi. donc, si nous avions de façon alternée la communication par satellite couplée à cela, les pertes en milliards que nous avions enregistrées dans ces pays seraient quand même minimalisées. Voici un peu ce que nous disons. Ça va ensemble. On ne peut pas mettre le câble partout, ça c'est clair, mais le satellite, par contre, va partout. Elon Musk, qui vient avec Starlink, plus de 3000 satellites, pour désenclaver l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est le continent où la télécommunication a un taux très, très faible. Le continent est très grand, 30 millions de kilomètres carrés. On ne peut pas se permettre de mettre des fibres optiques partout. Donc les satellites, c'est demain. C'était hier pour certains, ça commence à être aujourd'hui pour nous, mais beaucoup plus pour nous, ce serait demain. Et justement, vous parliez de ce que représente le marché spatial. Alors, le marché de l'espace sur le continent africain rapportera, selon mes recherches, 20 milliards de dollars en 2024, donc cette année, mais bénéficiera essentiellement aux entreprises étrangères, selon une étude. Comment comprendre ce paradoxe? Non, M. Diarassoua, c'est tout à fait là le bien fondé de la volonté des États de l'Union africaine pour dire qu'il faut renverser la tendance. Et vous avez tout à fait raison. En 2019, nous parlions de 10 milliards. En 2024, on parle de 20 à 22 milliards, selon Space in Africa. Et au fur et à mesure que nous allons, et je l'avais tantôt dit, d'1 milliard 300 millions, nous allons atteindre 2 milliards en 2050. Mais nous sommes de gros consommateurs de produits spatiaux. Le GPS, tous ces produits dérivés. Voyez-vous que nous sommes le continent le plus peuplé, donc nous sommes la cible parfaite. Mais aucune de ces grosses compagnies qui interviennent dans ce domaine n'appartient aux Africains. Nous commençons à avoir des petites et moyennes entreprises, mais ces petites et moyennes entreprises, après 3-5 ans, disparaissent. Donc c'est pour cela qu'il faut mettre une bonne politique structurante en place, mais aussi inciter, protéger ces petites et moyennes entreprises de telle sorte qu'elles deviennent grandes. Encore une fois, oui, vous avez de bons chiffres, mais encore une fois, nous devons regarder cela comme une opportunité. Et c'est à vous la charge de créer cet écosystème pour que les Africains prennent les devants? Tout à fait. Nous avons la lourde tâche sur nos épaules, mais nous ne saurions le faire seuls. Nous, par conséquent, travaillons avec les États membres de l'Union africaine. Nous avons eu le privilège d'accompagner un certain nombre de pays dans le développement, le positionnement de l'espace, de telle sorte que ça devienne quand même une source non seulement de création d'emplois, mais également une source qui permette d'engranger de l'argent et des ressources financières supplémentaires au-delà des marchés ou des ressources traditionnelles que nous connaissons. À la faveur d'une conférence internationale dite New Space Africa, que vous avez animée l'année dernière, on a annoncé la création de l'Agence spatiale ivoirienne et le lancement du premier nanosatellite ivoirien pour bientôt. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce dossier? Oui, tout à fait.
j'ai des nouvelles. Bon, pour le nanosatellite, je n'en parlerai pas beaucoup plus parce que je n'ai pas eu l'opportunité. Voilà. Mais par contre, pour la création de l'agence spatiale, je pense que je suis flatté, puisque le ministre, son Excellence Adama Diawara, me fait l'honneur et me donne le privilège de l'accompagner. Oui, l'agence spatiale ivoirienne est en gestation. Mais il faut comprendre que tout ce processus prend un peu de temps, parce qu'il faut consulter. Vous savez, ces genres d'institutions phares ne pourraient être mises en place sans une consultation inclusive. Et donc, nous considérons que le temps que cela prend, c'est normal, mais à un moment donné, vous verrez que l'opportunité sera saisie pour mettre la Côte d'Ivoire sur, je dirais, la plateforme des nations spatiales. Et la Côte d'Ivoire étant une économie phare en Afrique, pas en Afrique de l'Ouest seulement, vous verrez tout de suite l'opportunité que cela apportera au pays. Et nous en parlerons avec les décideurs qui nous donnent le privilège de nous écouter et de les accompagner. Mais encore une fois, je comprends le bien fondé de votre question. La Côte d'Ivoire prendra toute sa place et nous les accompagnerons. Pour revenir à la Côte d'Ivoire, pour revenir principalement à l'économie du pays, vous savez qu'on est un pays à une économie à vocation agricole. En quoi est-ce que l'espace peut nous aider à améliorer notre agriculture, qui est en cours de mécanisation, qui monte en puissance? Je veux parler par exemple du binôme café-cacao, dont il y a un début de transformation aujourd'hui sur nos terres. En quoi est-ce que l'espace peut nous aider à améliorer les performances agricoles de la Côte d'Ivoire? Bon, merci pour cette question, qui est une question, je dirais, qui permettra aux Ivoiriens de comprendre en quoi l'espace peut aider. Vous savez, la Côte d'Ivoire avait 20 millions de kilomètres carrés de forêt. De forêt. Aujourd'hui, nous avons moins de 2 millions. Tout à fait. Et ça, une bonne partie de la destruction, c'est vrai, les agrumes ont été découpés, etc. Mais il y a aussi les pratiques agricoles. Le café, le cacao détruisent aussi un peu la forêt quand même. Donc ce mouvement qui a vu la boucle du cacao passer de l'est à l'ouest, ou parlons comme ça de façon générale, comment nous faisons pour caractériser cela? Parce que l'État investit énormément. Où nous en sommes? Donc l'espace déjà permet une cartographie détaillée. Aujourd'hui, l'espace permet d'aller à l'arbre près. Si quelqu'un vous dit « j'ai planté 100 arbres », vous pouvez les compter, sans forcément aller sur le terrain, à quelques pourcentages d'erreurs près. Deuxièmement, l'agriculture de précision. Voyez-vous, l'agriculteur, c'est celui qui va dire « je veux produire plus, mais en un peu de temps, mais avec très peu d'intrants ». Et l'espace permet de vous dire « à tel endroit, vous pouvez mettre l'engrais, telle quantité d'engrais, à tel endroit, vous n'avez pas assez d'eau, donc le processus d'irrigation. Mieux, l'espace vous donne la qualité de l'eau que vous utilisez. Vous savez, la plupart de nos fermiers utilisent l'eau qui est disponible, qui est à leur portée. Quand vous avez ces eaux qui sont peut-être souillées, vous voyez tout de suite la qualité des produits qui vont sur le marché. L'espace, en un mot, permet aussi de faire des prévisions de production. Donc, vous allez sur le marché international pour vendre votre café, votre cacao. À partir des données statistiques qui découlent de l'espace, vous pouvez, aujourd'hui, planifier sur les 5 années à venir la quantité que vous pouvez vendre. Et à partir de ce moment, les économistes rentrent en jeu pour essayer de faire toutes sortes de transactions qui pourraient être au bénéfice du pays. Mais il n'y a plus de hasard. Vous serez moins surpris. C'est ce qui se passe avec le blé aux États-Unis, c'est ce qui se passe avec le blé au Canada, où les estimations, deux fois sur les marchés, les gens vendent pour les 5 prochaines années. Et donc, l'espace vient révolutionner tout ce domaine agricole-là. Alors aujourd'hui, la zone ouest africaine, la sous-région, est en proie au terrorisme, malheureusement, qui touche pas mal de pays dans cette région. Est-ce que l'espace peut s'avérer être un outil important pour la lutte contre le terrorisme? Si oui, comment? Aujourd'hui, je vous le dis, M. Diarra-Souba, c'est l'espace qui permet de mener la lutte à un niveau jamais inégalé. Les troupes au sol vont toujours intervenir au sol, mais les pertes des troupes au sol, ces pertes sont réduites grâce à l'espace. Deuxièmement, le ciblage des poches des terroristes ou des endroits où les terroristes sont,
c'est grâce à l'espace. Aujourd'hui, les drones sont partout. Les drones, c'est de l'espace. Et moi, je pense que définitivement, il ne faut pas dissocier l'espace des autres. Hein. Et encore une fois, il faut qu'on me comprenne bien. L'espace vient renforcer ou même remplacer certaines méthodes traditionnelles. Mais n'empêche que l'homme est au centre et les interventions des troupes au sol, ces interventions vont toujours exister. Mais encore une fois, l'efficacité va se trouver renforcée, les pertes en hommes, en matériel, vont se retrouver réduites. Voyez-vous, toutes les luttes contre le terrorisme aujourd'hui, à distance, ça s'est fait grâce à l'espace. Et le terrorisme n'est pas un terrorisme, ce n'est pas une guerre classique. Vous avez deux armées qui s'affrontent. Les terroristes sont parmi nous. C'est pour ça qu'on parle de guerre asymétrique. Asymétrique. Mais l'espace permet d'aller capturer le maximum d'informations. Parce que tout est une question d'information. Et lorsque vous avez le maximum d'informations, ça vous permet de mieux cibler et de mieux agir. C'est cela l'espace. Ça veut dire que aussi l'Afrique de l'Ouest était avant-gardiste dans l'espace. Toutes les crises liées au terrorisme dans notre région n'auraient pas eu lieu. Elle aurait eu lieu, mais elle n'aurait pas le même impact. Moindre. Voilà. Parce que le terrorisme, comme je le dis, encore une fois, ce n'est pas une guerre classique. Et deuxièmement, le terrorisme ne sera pas éradiqué avec des forces. Non. Mais par contre, la force va réduire leur capacité de nuisance. Tout à fait. Deuxièmement, le maximum d'informations permet d'infiltrer les communautés ou les souches qui sont beaucoup plus propices à la prolifération de ces idées négatives ou néfastes. Donc l'espace apporte des données et des informations. Et l'espace permet de se déployer dans l'espace le plus rapidement possible. Quand on envoie des missiles, ces missiles balistiques ou ces genres de toutes sortes de missiles, vous aviez entendu des missiles qui utilisent des ADN. Bien sûr. Voilà, ces missiles-là sont téléguidés par des satellites qu'on appelle des satellites géolocalisés. Donc, voyez-vous, l'espace aujourd'hui est en plein dans notre vie. Il y a un des aînés qui me disait « mais nous avons des problèmes d'eau et vous parlez de l'espace ». Mais effectivement, la qualité de l'eau, j'ai parlé de cela. Mais pour faire des puits, tous les géologues vous diront, ça prend un certain nombre de paramètres. Et l'espace permet tout de suite de caractériser en partie ou totalement ces paramètres. Ce qui fait que l'investissement qu'on met à la recherche, l'investissement en temps, en argent, se trouve très réduit. C'est-à-dire on perd moins de temps et on maximise de l'argent. On ne cherche pas au hasard n'importe où. On va dans des zones ciblées et on creuse là. On a plus de chances d'avoir de l'eau et on a utilisé moins d'argent pour la recherche. Quand on vous entend, vous évoquez évidemment les vertus de l'espace. On a envie de se dire que c'est la principale alternative. Alors que, dans la mémoire collective, en tout cas, dans la tête de beaucoup, ça coûte cher tout ça. Aujourd'hui, l'espace ne coûte plus cher. Comment ? Vous avez parlé du New Space. Vous savez, il y a eu deux histoires. Hein. Enfin, l'histoire de l'espace est marquée par deux parties. La première partie, et c'est ce qui est dans l'esprit de beaucoup. Dans l'esprit collectif, l'espace prenait 5 à 10 ans, ça prenait 5 à 10 ans pour développer un satellite, ça coûtait 100 millions de dollars, et c'est les gouvernements qui étaient impliqués, très peu. Mais à partir de 2005, donc c'est cette partie-là, donc depuis 1700, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais depuis le XVIIIe siècle jusqu'en 2005, c'était ça l'espace. Depuis 2005, il y a eu une rupture où l'avancée de la technologie, la nanotechnologie, la microtechnologie, a fait qu'aujourd'hui, un satellite, 50 000 $, vous créez un satellite. 50 000 $. Des étudiants, des universitaires créent des satellites. 50 000 $, environ 30 millions de francs CFA. 30 millions de francs CFA. Donc, vous créez des satellites. Et en partenariat avec des lanceurs, vous lancez votre satellite. Donc, le satellite ne coûte pas cher. Et puis, ça peut prendre maximum 2 ans. Donc, c'est un jouet pour certains. Vous allez au Japon, vous allez à l'université de Tokyo, ce sont des étudiants qui développent des nanosatellites, des CubeSats, des microsatellites. Donc, l'espace ne coûte plus cher. Deuxièmement, le partenariat international. Et c'est en cela que vous avez raison et j'attire l'attention de tout le monde là-dessus. L'espace, par nature, ne peut pas être abordé par un seul pays, une seule personne. Il est large, l'espace. Et toutes ces composantes sont nombreuses. Donc, en partenariat, M. Diarra-Souba, vous faites une partie, je fais une partie. C'est pour cela que vous avez la station internationale, la station spatiale internationale. Toutes les grandes puissances y sont parce qu'il faut travailler ensemble.
Et en Afrique, nous prônons cela. À partir de l'Union africaine, nous disons, les pays africains, nous sommes 55. On ne peut pas se permettre de répéter les mêmes choses. Travaillons ensemble, travaillons en complémentarité. Si vous avez fait ça, moi je fais ça, et on se partage l'information, on se complète. En termes d'investissement, on aura eu à investir de façon très intelligente et on aura optimisé nos ressources. C'est ce que nous prenons à l'Union africaine. Et aussi, ça permettra à des pays qui n'ont même pas les moyens minimaux de s'offrir, même les CubeSat, d'en profiter parce que d'autres, par solidarité, mettront leurs données disponibles. Mais en cela, les sciences spatiales ne vont pas sans la régulation, donc des lois, des règles, parce que le partage des données d'un pays à un autre, ça change. Ça ne va pas sans les politiques, ça ne va pas sans une gouvernance. Donc, il y a aussi l'éthique. Il y a tout un volet qui n'est pas pure science spatiale, mais qui permet à la science de s'exercer, de se mettre en œuvre, mais aussi qui renforce les sciences. Encore une fois, je dirais que la science spatiale, c'est un tout. Il y a la science pure et dure, mais il y a aussi tous ces éléments. Aujourd'hui, si un satellite tombe sur la Côte d'Ivoire, quelles sont les lois qui encadrent cela, tant au niveau national, tant au niveau international? Il y a des traités, il y a des conventions. Et nous appelons à ce que toutes les composantes de la société, que ce soit les juristes, les communicateurs, la science en elle, l'espace en elle-même est un tout. Quand vous allez voir les commandements de l'espace, vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas besoin des ingénieurs seulement, on n'a pas besoin des experts en physique atmosphérique ou en physique-temps, on n'a pas besoin que de ceux-là seulement, mais on a besoin de tous ceux qui sont dans ce que nous appelons le corpo. Et parce que nous sommes au début, ça veut dire que les réglementations ne sont pas encore forcément encadrées, élaborées? Non seulement elles ne sont pas encadrées, élaborées, mais sont-elles alignées sur les traités et les conventions internationales? Parce que les traités et les conventions internationales s'imposent à nous. Bien sûr. Il faut développer ce qu'on a développé au niveau national, mais en parfait alignement avec ce qui existe pour le monde entier. Parce que quand on va en Vienne chaque année, il y a une tribune que le Bureau des Nations Unies pour les affaires spatiales. C'est là qu'on parle des traités et des conventions. Et une fois que ces traités et ces conventions sont signés, ils s'appliquent à nous, ces traités et ces conventions s'appliquent et s'imposent à nous. Donc nous devons, au niveau national, au niveau régional ou au niveau africain, faire en sorte que nous soyons alignés ou même que nous puissions influencer pour pouvoir changer des choses qui ne sont pas à notre avantage. Aujourd'hui, si je lance un satellite, rien n'est dit que mon satellite est en sécurité parce que je n'ai pas les moyens de protéger mon satellite dans l'espace. Et vous le savez très bien, dans l'espace, il y a aussi cette compétition féroce où les gens, la cyberattaque des satellites se passe. Donc, voyez-vous, nous sommes dans une situation où nous devons être joueurs plutôt que assister parce que l'avenir se trouve là. Alors, il y a deux éléments dans nos pays qui nous intéressent davantage. C'est évidemment l'éducation d'un côté et l'entrepreneuriat des jeunes de l'autre. Comment ces programmes spatiaux peuvent aider nos pays à améliorer et l'éducation et l'entrepreneuriat des jeunes? Non, ça c'est une très très bonne question. Et l'éducation d'abord. J'ai pour habitude de dire, surtout sur toutes les plateformes ou toutes les conférences, sur toutes les plateformes et à toutes les conférences auxquelles j'ai participé, que l'Afrique c'est le nouvel Eldorado pour les affaires spatiales. Mais j'ajoute aussi que cela n'est possible que si nous créons et nous développons la masse critique d'experts. Je ne parle pas d'experts scientifiques, je parle d'experts, comme je l'ai dit, dans tous les domaines. Et cela commence par des programmes de formation cohérents, consistants, qui répondent aux besoins du marché. Non, il ne s'agit pas d'aller faire des études en physique, il ne s'agit pas d'aller faire des études en électronique, parce que tout ça, c'est l'espace, vous avez un peu. Mais c'est de se dire, l'espace aujourd'hui, nous voulons utiliser les drones dans l'agriculture. Quel est notre besoin ou quels sont nos besoins? Et de former les jeunes qui sont dans nos institutions spécialisées, que techniques, agricoles, etc., à l'utilisation des drones pour cela. Et même ces jeunes étudiants, face à ces enjeux, à ces défis, pourront eux-mêmes adapter certaines fonctionnalités de ces drones. Ça, c'est juste un exemple. Voyez-vous, la formation, l'adéquation entre la formation et le besoin sur le marché,
devrait être notre principale priorité. Nous avons mené des études au niveau de l'Union africaine pour constater que sur tout le continent, les formations, les programmes de formation devraient être alignés sur nos besoins. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, nous avons constaté que les pays francophones ont besoin d'un peu plus d'efforts dans cette dynamisation-là. Je ne dis pas que les pays anglophones sont mieux que nous, mais force est de constater que dans l'arène spatiale, les pays francophones tirent un peu de l'arrière. Et encore une fois, il y a, sans démagogie aucune, la France fait partie des pays les plus forts dans le domaine spatial. Ils ont les meilleures compagnies privées dans le domaine spatial, Airbus, etc. Il faut pouvoir en tirer profit, puisque apprendre dans sa langue d'origine ou dans sa langue première, ça aide beaucoup, au lieu d'aller apprendre une seconde langue, etc., etc. Regardons comment on peut tirer profit des programmes qui existent ailleurs, l'adapter, ou même créer de nouveaux programmes. Mais le programme spatial africain veille à ce que les éléments qui concourent à la fondation du savoir-faire dans le domaine spatial, que ces éléments-là puissent répondre aux besoins de demain ou d'aujourd'hui. Vous évoquez le cas de la France, où des privés s'intéressent à l'espace. Est-ce qu'en Afrique, les privés, il y a des mécanismes qui sont mis en œuvre pour susciter leur appétence pour l'espace? Dans certains pays, oui. En Afrique du Sud, par exemple, ils ont créé toute une politique pour inciter le secteur privé à s'impliquer là-dedans. Écoutez, M. Diarra-Souba, l'innovation est créée par deux entités seulement. Deux. Le secteur académique et le secteur privé. Le secteur académique forme les hommes. Le secteur académique fait de la recherche et du développement. Et le secteur privé prend ces hommes-là comme employés. Donc, ils doivent répondre aux besoins du secteur privé. Deuxièmement, la recherche et le développement qui sont faits, le secteur privé les prend et les transforme en produits de marché. D'où l'innovation. Mais par contre, l'État va créer l'environnement. L'État va faciliter cela. Et cela s'est fait en Côte d'Ivoire dans beaucoup d'autres domaines. Donc le domaine spatial ne sera pas nouveau. Mais par contre, le domaine spatial en lui-même, il est un peu nouveau en Côte d'Ivoire en termes de structure privée. Donc il faut continuer à encourager la création. En Afrique du Sud, en Égypte, en Algérie, le secteur privé prend de l'ampleur. Mais encore une fois, même là-bas, c'est un peu timide. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut donner du temps au temps. Lorsque les uns et les autres sauront que la science spatiale ou l'espace est incontournable dans notre quotidien du jour, on se rendra compte qu'il faut créer les ressources, les structures, les infrastructures nécessaires et les mécanismes pour pouvoir. Donc, allons-y étape par étape, on y arrivera. J'ai terminé, je terminerai un peu sur ça. Le Mpenza, la transaction économique, monnaie... Mobile money, monnaie orange, ce n'est rien d'autre que ça. C'est le satellite qui permet cela facilement. Quand vous allez aussi à un guichet automatique, oui, des fois il y a des câbles, mais lorsque votre institution bancaire est très éloignée, il n'y a que le satellite qui intervient. Voyez-vous, toutes ces applications pratiques, ça va prendre du temps, on va continuer à mobiliser, à informer. Et lorsque le décideur est bien informé, et lorsque le décideur sait que ça répond à ses priorités, le décideur est capable de faire bouger les lignes. Docteur Tidiane Ouattara, on va parler à présent de vous. Vous êtes, je l'ai rappelé en début d'émission, docteur en télédétection et système d'information géographique. Comment vous vous êtes retrouvé à vous intéresser de ces choses de l'espace? On peut comprendre que la géographie, vous vous intéressez à un certain nombre de choses qui se rapprochent de l'espace. Mais comment cette histoire? Monsieur Diarra-Souba, vous m'amenez un peu dans les souvenirs. D'abord, quand on était petit, en bon petit djoula, je suis originaire de Kong, je suis né à Gagnoa, en bon petit djoula, lorsqu'il y avait l'éclipse, on disait dans la traduction, le chat attrapait la lune. Alors, la curiosité de l'enfant, c'est de voir le chat et la lune en train de se battre. Et nous passions le temps à regarder cela. Donc ça a aiguisé ma curiosité. Mais encore une fois, ce n'est pas cela qui m'a donné
Cette passion? Cette passion. Je finis mon bac D et je veux être... Vous faites le bac où? À Gagnoa. Je fais le bac D à Gagnoa. D'abord, avant ça, on m'oriente en première C à San Pedro. Je dis non, je ne vais pas parce que j'avais l'information que pour devenir médecin, il faut faire un bac D. Mauvaise information entre parenthèses. C'est cela. Alors, je fais mon bac D et puis je m'attends à être orienté en médecine, en pharmacie, second choix ou en biologie. Mais je me retrouve en histoire et géographie. Alors, je passe un mois à pleurer, je veux forcément changer, vous savez comment on le fait. Et j'ai un oncle, professeur Doudou, Mamadou Salif Ndiaye, le grand frère de l'ancien ministre, paix à leur âme, Salif Ndiaye, qui me dit, mais non, tu vas en histoire géo et tu vas faire de la télédétection comme tu aimes les sciences. J'ai dit, mais histoire géo, je ne suis pas un littéraire, puis bon, mon professeur d'histoire géo ne me connaissait pas en terminale. Il me dit, non, tu vas y aller, je vais demander à des amis. Donc, voilà comment je me retrouve en histoire et géographie. Et après ma maîtrise en géographie, j'ai pu avoir une bourse pour pouvoir aller faire de la télédétection et venir enseigner. Parce que c'était un créneau qui était considéré comme porteur. Et mon professeur, que je salue ici, le professeur Kolibizueli, avait proposé que je sois boursier pour... Voilà comment j'arrive au Canada avec l'aide de mon oncle Mamadou Salif Ndiaye. Je ne connaissais rien. Hein. J'arrive au Canada pour faire de la télédétection. Et là, on me dit, bon, tu as fait l'histoire et la géographie, il n'y a rien dedans comme science, il faut refaire une maîtrise. Alors bon, voilà d'où la passion part. Pendant que je faisais la maîtrise, je me rends compte que l'espace est à explorer. Et je me rends compte de mon enfance. Et puis je me suis dit, mais je veux en savoir plus. Et cette curiosité naît, mais la télédétection n'est qu'une partie de l'espace. Et par la grâce de Dieu, j'ai dit merci à mes parents aussi, ma mère, paix à son âme, et à mon papa. Et leur prière, j'ai fini mon doctorat et puis, bon, je veux venir en Côte d'Ivoire. Vous faites le doctorat au Canada? Je fais le doctorat au Canada. En 2002, je décide de revenir. Et vous connaissez l'histoire de notre pays. Il y a la crise, j'arrive, le professeur qui me dit, mais tu viens faire quoi? Je dis, non, je viens enseigner. Il me dit, mais as-tu vu un ordinateur ici? Non, tu vois le contexte du pays, il faut repartir. Donc, je repars en attendant les jours meilleurs. Mais au Canada, en ce moment-là, on cherchait les gens qui étaient experts dans ce domaine. J'ai mon offre d'emploi, d'abord à l'Université de Sherbrooke, au ministère des Ressources naturelles, ensuite à l'Agence spatiale canadienne, comme vous l'avez dit. Vous avez été conseiller du président du Conseil spatial canadien. Voilà. Et j'ai même été gestionnaire des relations internationales, en charge de l'Amérique latine, l'Amérique centrale, les Nations unies. Bon, voilà, grâce de Dieu, les choses ont roulé jusqu'en 2016, où je suis appelé par un ami de grand frère nigérien qui trouvait que je devais redonner à l'Afrique. C'est que je ressentais, tous les gens de la diaspora vous diront, à un moment donné de notre carrière, on a envie de redonner. Forcément. Et c'est en ce moment-là. Surtout que vous avez été président des Ivoiriens de l'Éthiopie. Ah, et puis aussi, j'ai été président de la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire 2015. C'est cela. Puisque j'étais président des étudiants ivoiriens à Sherbrooke. Et voilà, on a joué notre partition. J'ai rejoint l'Union africaine et à partir de ce moment, on m'a dit, bon, tu t'occupes du programme spatial africain. Et nous avons, pendant 8 ans, travaillé à consolider la politique et la stratégie spatiale et à créer l'agence spatiale. Et encore une fois, je remercie mon pays et je le dis, je n'étais pas demandeur. C'est mon pays qui m'a proposé pour être candidat au poste de président du Conseil spatial. Et la Côte d'Ivoire, vous l'a reconnu en vous attribuant le prix d'excellence de la diaspora. Bon, ça, c'était l'année dernière. C'est cela. Ça, c'était l'année dernière. Encore une fois, voyez-vous, je ne peux pas demander plus. Quand le pays vous donne tant, vous n'avez qu'une seule obligation, d'être performant et d'être un modèle, tant au niveau international que national. Et c'est ce message que je retiens. Et mon remerciement, ça se traduira par mes gestes. Et je le dis, c'est vrai que cette émission est peut-être publique. Et il ne faut pas se leurrer. J'ai dit merci aux parents. Et aux parents, je vais donner une grosse définition. Je l'ai dit, je viens de Kong. J'ai dit merci aux parents de m'avoir aidé à grandir. Parce que la facilité aurait dit viens, on va travailler ensemble. Non, ce n'est pas le message que j'ai reçu. Soit le meilleur, soit performant. Les gens reconnaîtront cela. Nous ne serons là pour applaudir. Et je pense que je dirais merci à tout le monde. Vous avez lâché le mot tout à l'heure, modèle. Est-ce que
tous les jeunes Ivoiriens qui veulent se lancer, notamment dans les études de l'industrie spatiale, est-ce que vous les encouragez? Alors, sans réserve. Vous savez, je les encourage énormément parce que tout va se passer là. Tout va se passer là. Voyez-vous, quand on est dans le monde du virtuel, TikTok, Facebook, je pourrais en citer. Mais le problème, c'est quoi? Au-delà du ICT, technologie de l'information ou de l'informatique pour certains, au-delà de cela, il y a cette capacité à vouloir aller vite et à voir vite. Nous ne sommes plus dans la société où on décrit. Nous ne sommes plus dans la société où on écoute seulement. On est dans la société où on veut voir. Et dans cet élan, l'espace devient important. Et il y a à boire, à manger dans l'espace. Je l'ai dit, il ne suffit pas d'être un expert en physique seulement, ou en géographie, ou en géologie. Je vous dis, les juristes ont leur place. Il y a quelques années, des morceaux de satellites sont tombés en Côte d'Ivoire. Si on poussait l'analyse loin, on aurait pu demander ça vient de quel satellite. Si ça avait fait des dommages, qui allait payer pour la Côte d'Ivoire? Voyez-vous, donc les juristes ont leur place. Le cadastre, les finances, l'impôt, l'urbanisation, c'est partout. Dans nos pays aujourd'hui, il faut penser à revoir ce qui s'est fait, à revoir nos approches comme ce qui s'est fait en France, comme ce qui s'est fait aux États-Unis, au Canada. Voyez-vous, l'imposition aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller chez vous. À partir des images satellites, on réactualise l'information sur le quartier, on sait qui a creusé une nouvelle piscine, et tout de suite, son taux d'imposition est changé, immédiatement. Et cela apporte beaucoup à l'État. C'est un marché, mais ça prend des gens, ça prend des jeunes experts, des jeunes qualifiés. Et pour le faire, et je le dis encore une fois, on n'a pas besoin d'être un expert chevronné en physique, en mathématiques. Non, c'est révolu. M. Darasouba, quand je commençais les sciences spatiales, on écrivait nos algorithmes nous-mêmes. Aujourd'hui, vous n'en avez pas besoin. Rarement vous les écrivez, parce que les modules sont partout. Donc, aujourd'hui, j'invite la jeunesse, surtout les filles, parce que dans le domaine spatial, j'ai eu la chance d'être chef du département des sciences et technologies et de l'innovation de l'Union africaine aussi. Donc, nous avons pu percevoir à travers toutes sortes d'études que dans le domaine des sciences et technologies, non seulement les Africains n'y sont pas de façon adéquate, mais les femmes sont à un taux beaucoup plus faible. Et donc, il faut encourager cela. Et la meilleure manière, ce serait de regarder, non pas seulement au niveau universitaire, non pas seulement au niveau collégial, mais aussi au niveau des écoles primaires, où il faut inciter les jeunes à la découverte, à la curiosité. Et je pense qu'avec tout cela, on pourra y arriver. Docteur Tidiane Ouattara, merci d'être venu sur le plateau de l'entretien de la rédaction. Merci, M. Darasouba. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes. C'est la fin de cet entretien. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.